Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Ici, nous croyons en un principe fondamental. Les étoiles ne font que briller davantage quand elles se rassemblent. Autour d'une tasse de café, je t'invite à plonger dans les univers captivants de personnalités hors du commun. Leur parcours exceptionnel, leur expérience vibrante et leur histoire inspirante sont autant de trésors que je suis ravie de te dévoiler. Les épisodes de ma pause café avec Tia sont aussi l'occasion de découvrir des conseils concrets en mindset, bien-être et business. Car après tout, la quête de nos rêves ne se fait pas seulement à travers les grands moments, mais aussi dans les petites actions au quotidien. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout, curieuse de la vie, qui chaque lundi t'offre une nouvelle dose d'inspiration, prête à éclairer le chemin vers la vie que tu désires vraiment. Si toi aussi tu as soif d'apprendre, de grandir et de réaliser des transformations positives, tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, je reçois une étoile juste incroyable. Elle s'appelle Ludivine Rétori. Alors, Ludivine Rétori, c'est avant tout un rire communicatif qui vous fait vibrer comme personne. Le rire de Ludi, oui, j'ai le droit de l'appeler comme ça parce que ça fait quasiment 20 ans qu'on se connaît, c'est une dose de bonheur à l'état pur. Ludi, c'est aussi l'une de mes sources d'inspiration. Elle a été mon modèle, mon mentor pendant mes années radio en Martinique. En vrai, il y a tellement de raisons qui font que j'aime cette femme que c'est juste pour ça, parce que je l'aime, que j'ai voulu commencer cette saison avec elle. Vous donner le ton de cette nouvelle année, c'est-à-dire choisir le bonheur avant tout. Dans cet épisode, nous parlerons d'audace, de choix de vie, d'échecs et de leçons de vie. Bonjour Ludie. Ah écoute, si je dois commencer en chicanant, je ne sais pas en inspirant ou quoi, mais je suis très 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 touchée par ta présentation, vraiment Tia, je suis toute émue, c'est une belle façon de planter le décor, dis donc, merci mille fois. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. C'est vrai que ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, ça ne nous rajeunit pas, même si je trouve qu'on vieillit plutôt bien. Écoute, je trouve qu'on tient pas mal la position, mais c'est vrai que ça fait déjà 20 ans. Ça fait, on était jeunes durant nos années d'énergie où on pensait que le monde nous appartenait, surtout qu'on en avait déjà vu la plus grande part. C'est vrai. Et en fait, moi, ce qui m'a toujours bluffé avec toi, c'est ton honnêteté et ta sincérité. Et en fait, tu fais partie de ces gens qui, peu importe la notoriété, peu importe le succès, je trouve que t'es toujours restée la même Ludie qui va venir te faire un gros bisou quand elle te voit, qui va venir te parler quand elle te voit. Et ça, je trouve ça juste incroyable. Écoute, ce que tu dis, je pense que c'est l'une de mes plus belles récompenses. C'est vraiment l'une de mes plus belles récompenses parce que j'ai la chance d'entendre souvent des personnes qui ont le même sentiment que toi, parce que c'est vraiment un sentiment. Tu sais, on ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, des fois, quand j'entends la façon dont je peux être perçue par des gens, je me dis putain, mais les gens ne me connaissent véritablement pas. Ces gens-là ne me connaissent pas et ces gens-là, je ne vais pas non plus chercher à ce qu'ils me connaissent parce que j'ai pas du tout envie de m'entourer de personnes comme ça. Mais tu vois, je rentre de vacances après quasiment 2 mois de congés bonifiés chez moi, n'est-ce pas, pour me ressourcer, me régénérer. Et c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois l'occasion encore d'entendre ça durant les vacances et ça me touche à chaque fois parce que je pense que c'est l'une des plus grandes qualités et l'une des plus grandes valeurs, au-delà d'être une qualité, je pense que c'est vraiment une valeur humaine que de garder les pieds sur terre, que de savoir d'où on vient, que de savoir où on va, que de savoir quelle est notre mission et surtout que de savoir que quand bien même on peut réussir à réaliser certains de nos rêves, qu'on garde les pieds bien ancrés dans la réalité. Et ça, c'est vraiment, je pense, une valeur que je défends et que j'espère pouvoir conserver jusqu'au bout. Alors, on va revenir justement sur ces valeurs que tu gardes tout au long de ces années, mais on va quand même commencer par la question phare de ce podcast et je suis obligée de te la poser. Toi, c'est plutôt thé ou café ? Moi, je suis team les deux, c'est ça mon délire. En vrai, le matin, café. C'est juste, c'est pas possible que je puisse démarrer ma journée avec un thé. Le thé, c'est pour le soir. Le thé, c'est pour l'après-midi, tu vois, quand le thé équivaut pour moi à une détente, tu vois ce que je veux dire? Tandis que le café, ça me donne un coup de fouet le matin. Donc, je suis team les deux, mais pour le starter de la journée, c'est café. Au caramel. Ok, on est parti. Ok, d'accord, je note, très bien. Alors, on parlait de valeurs justement avant de commencer. Est-ce que tes valeurs
t'ont été inculquées dès l'enfance? T'étais quel genre de petite fille? Est-ce que dans ta famille, dans ce qu'on t'a inculqué, justement, le respect de ton pays, de ta famille, tout ça, c'était hyper important? C'est fondamental. Ça fait vraiment partie, je pense même, du socle même de ma famille de guerrières Maasai, parce que moi, j'ai été élevée que par des femmes. Hein. J'ai très tôt, comme malheureusement bon nombre de papas antillais, de l'ancienne génération. Je crois qu'on est vraiment sur une génération bumidum, tu vois ce que je veux dire? Avec, pas pour les excuser, mais toutes les séquelles que comportent également les résidus de l'esclavage, tu vois ce que je veux dire? Avec le fait que voilà, les hommes noirs n'avaient pas le droit d'avoir de foyer, n'avaient pas le droit d'avoir de femmes et qu'on les déplaçait de plantation en plantation, justement pour pas qu'il y ait de point d'ancrage, pour pas se sentir être véritablement quelqu'un. C'était vraiment une part d'humanité, d'humanisation qu'on leur retirait. Et je pense que ça a longtemps perduré, ça s'est longtemps retracé un peu dans le patrimoine génétique de l'Antillais, de l'homme noir même, hein, parce que c'est pareil pour les Africains aussi, tu vois, ça appartient vraiment à la diaspora noire. Et donc, moi, j'ai été élevée par des femmes, et donc, avec tout ce que ça peut comporter comme sensibilité, mais aussi comme force de caractère, et comme le fait que la femme soit le potomitan de sa famille. Mais j'ai grandi, enfin, jusqu'à 11 ans, j'étais en France, j'étais à Dijon, mais j'étais élevée à Dijon comme si j'avais été élevée au Gros Mort, même. Et voilà, il nous manquait le lopin de terre, hein, en fait, pour m'en aller labourer avant d'aller à l'école. Tu vois, c'est-à-dire que jamais de ma vie, et je crois que c'est mon plus grand regret aujourd'hui, parce que je fréquente quand même beaucoup d'Antillais en France, les Antillais, et je peux en parler très très bien parce que je vis même avec quelqu'un un peu comme ça, qui ne maîtrise pas la langue, c'est-à-dire qu'ils vont comprendre le créole, mais qui ne vont pas le parler. Et ça me navre, c'est une véritable douleur pour moi, une douleur mais patriotique, parce que ça n'existe que dans la communauté antillaise. Mon pas Jean Martin, une pièce arabe qui a dit ouais, je ne parle pas du tout. Tout le monde parle son patois, tout le monde parle sa langue natale, la langue de chez lui, et pas nous. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, dès les prémices de ma vie et de ma jeunesse, c'était pas possible qu'il en soit autrement, quoi. Ma mère m'a toujours inculqué ces valeurs-là, les valeurs de chez moi, de la Martinique, du fait d'être antillaise, du fait voilà, de descendre d'une lignée voilà, de femmes qui avaient toujours été des femmes combatives, des femmes fortes qui se sont assumées même quand le mec disparaissait. Ma grand-mère a d'ailleurs été, et je l'avais dit, et un gros câlin à Kikine, à Caroline, parce que je l'ai dit d'ailleurs dans Tel Quel. Je crois que c'est l'une de mes plus grandes fiertés. Alors je ne sais pas si c'est véritablement gratifiant, mais ma grand-mère a quand même été la première femme à oser demander le divorce à son mari dans tout le Nord Caraïbe. Ça s'était jamais fait. Carbet, Saint-Pierre, Font-Saint-Denis, Morne-Rouge, Bellefontaine. Les gens n'avaient jamais entendu ça. Les femmes, elles restaient subir les coups du sort de leur mari, aussi bien physiquement que toutes les souffrances mentales, morales, psychiques qu'elle pouvait se voir infliger, tu vois. Et moi, ma grand-mère, quand elle a su que le monsieur passait de lit de femme en femme, elle m'a dit pas du tout, mais chérie, c'est pas bas, ouais. Prends ma loup, prends compléo et bye bye. Et ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Donc, tu vois, c'est te dire vraiment, c'est ça mon noyau. J'ai vraiment été élevée comme ça, avec pour ma grand-mère, la bienveillance était la plus grande, paix à son âme, était la plus grande des qualités. Être bienveillant envers son prochain, elle te disait que quel que soit, la vie te le renverrait toujours en fait. L'empathie, la bienveillance, ça faisait partie pour elle des valeurs fondamentales. Donc voilà ce qu'il y avait dans le biberon de Lydie Petite. Malgré moi aussi, mais tu vois, c'est super intéressant parce que finalement, t'as gardé vraiment ce socle, cette base qu'on t'a inculquée tout au long de ta vie. Et même aujourd'hui, dans ta façon de communiquer avec les gens, là, tu es l'une des animatrices phares sur une télé nationale, quand même, c'est pas rien. Et moi, quand je te vois, alors peut-être aussi que je suis pas objective, je sais pas, tu me diras ce que tu en penses parce que je te connais, mais c'est vrai que pour moi, je vois la Martiniquaise et c'est une fierté, tu vois. Quand je te vois dans tes PMP ou quand je te vois sur Canal+, pour moi, c'est la Martinique qui rayonne et il n'y a pas un faux semblant de vouloir un peu normaliser ce qui est en toi. Au contraire, tu l'affiches avec fierté et je trouve que c'est génial en fait. Ben écoute, merci déjà. Merci parce que tu sais, les coups sont nombreux, variés et viennent vraiment de
de canaux multiples. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a autant de gens, et heureusement, hein, parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc heureusement qu'on ne plaît pas à tout le monde en soi. Et que j'entends, j'ai 97% moi tu vois, de retours positifs de personnes qui m'encouragent, qui me soutiennent, et de personnes de chez moi qui me disent combien, voilà, elles sont fières, qui me disent comme toi, mais voilà, quand on te voit, entre ton rire et tout, t'as pas essayé de t'embourgeoiser en riant. Ma chère m'en fait pas fait ça. Et quand je ris, c'est barré. J'entends résonner la montagne pelée dans mon rire parce que je sais d'où je viens. Je suis une petite tarbétienne, ma fille, qui a passé toutes ses classes, à partir de mes 11 ans, toutes mes classes au bord de rouge. Donc je saluais Madame Pelée tous les jours et je lui disais bonne nuit avant d'aller me coucher. Tu vois ce que je veux dire? Et j'aime qu'on entende résonner tu vois, les rythmes de chez moi, le mood, la vibe de chez moi quand je m'exprime, parce que je parle avec les mains vraiment comme les gens de chez moi aussi, tu vois ce que je veux dire? Et quand je suis à la télé, je ne peux pas faire différemment, parce que c'est pas un rôle manque à jouer, c'est pas un personnage, tu vois? On n'est pas dans une pièce de théâtre. Je viens au contraire, j'ai vraiment la grande chance d'être sur C8, d'être de nouveau présente en cette rentrée, donc jusqu'à juin 2024, Inch'Allah. Et tu vois, je pense que c'est aussi pour ça que Cyril m'a choisi. C'est aussi ce qui lui a plu chez moi, parce que c'est quelqu'un qui est fondamentalement ancré dans ses racines tunisiennes, tu vois, et qui le revendique. Et alors, il est très clivant, hein, Cyril Hanouna, sur ça, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui le détestent, des fois pour les mêmes raisons d'ailleurs. Mais je crois que l'une des choses que moi j'aime le plus chez ce gars, c'est le fait d'avoir ramené les couleurs de chez lui à la télé nationale. Personne n'avait fait ça comme lui avant lui. On peut dire ce qu'on veut de ce gars-là. Quand le gars fait des émissions qui s'appellent La Grande Arca, La Grande Rasra, qu'il fait des mots rentrer presque dans le dictionnaire, parce que je dis à Nideboun qui n'a pas les Tunisiens, tu vois ce que je veux dire, et qui passe ça. C'est pour moi un acte politique fort. Les gens ne le traduisent peut-être pas comme ça, mais le gars a dit aux gens, écoutez, je vais pas venir parler la France comme Jean-François Dupont, c'est pas mon nom. Moi, je m'appelle Cyril Hanouna, ok? Je vais assumer qui je suis avec ma barbe et je vais venir, je vais vous parler de boulettes, je vais vous parler, tu vois ce que je veux te dire? Et ça, je trouve ça magnifique. Et donc, ouais, il n'était pas question pour moi, qui suis de surcroît l'une des seules noires de l'équipe, en tout cas qui perdure, parce que c'est vrai qu'il y en a qui vont, qui viennent et tout, mais bon, il n'y en a pas des masses, tu vois ce que je veux dire, à l'antenne. Donc si en plus je devais me désavouer pour prendre le rôle de quelqu'un d'autre, ça n'aurait pas été possible, en fait, vraiment. Justement, pour rester sur ce sujet-là, comment on fait quand on est jeune aujourd'hui, qu'on est sur tous les réseaux sociaux, comment on fait pour ne pas se dire ouais mais finalement aujourd'hui la norme c'est de ressembler à tout le monde, c'est de ressembler à ces stars qui sont très très loin. Comment garder son authenticité, son unicité et de se dire comme toi, mais ce qui fait ta différence, c'est ta force. Aujourd'hui, c'est compliqué, même si on entend de plus en plus ce discours. Je trouve que c'est compliqué aujourd'hui pour les jeunes qui nous regardent de se dire non mais peut-être que ce truc différent que tu penses être un défaut, c'est ta force. Prends-le, fais-en une force. Peut-être que l'endroit d'où tu viens, t'as l'impression que c'est une faiblesse, mais c'est une force. Toi, tu dirais quoi à ces jeunes qui savent pas comment se positionner par rapport à ça? Tu sais, je crois que y a une chose qu'on entend de plus en plus ces dernières années. Representations matters. Et ça, c'est fondamental. T'as des gens, et forcément des fois qui sont de partis de toute façon extrémistes, qui vont dire mais pas besoin, les gens n'ont pas besoin de voir des personnes leurs semblables qui leur ressemblent. Et c'est pas vrai. Et tu vois, on va toucher en plus un sujet qui me tient à cœur et pour lequel je compte bien monter au front durant les prochaines semaines. Donc tu verras que tu m'entendras beaucoup sur ce sujet. Le film Chevalier, je ne sais pas si tu l'as vu, Cynthia. Pas encore. Alors chérie, je te jure, tu iras le voir et j'attends que tu me tagues dans un post que je vais reposter. C'est pour moi comment te dire, le plus gros scandale de ces dernières années. Le film Chevalier, je vais vous resituer le synopsis sans spoiler, hein. Le film Chevalier est un biopic
un petit peu fantasmé, dont on a un petit peu forcément arrangé l'histoire, le scénario, donc pour le mettre, pour qu'il puisse faire un movie, quoi, un film vraiment à l'américaine. Le film Chevalier retrace l'histoire d'un prodige antillais, guadeloupéen, qui est né à Bali, sur les plantations Bologne, donc qui s'appelait Joseph Bologne, nommé chevalier par Marie-Antoinette. Le mec régalait la cour de France. Il était respecté et traité à l'égal de tous les aristocrates à l'époque. Il était le seul noir. Il était l'incarnation même d'un terme très à la mode qui est la Black Excellence. Le mec, c'en était l'incarnation. Il excellait dans tous les domaines dans lesquels il se distinguait. En escrime, c'était un as de l'escrime. C'était un jeune prodige du violon qui a même inspiré Mozart. Mozart l'a même détesté. Mozart l'a même mise en scène dans un... Non mais, est-ce qu'on se rend compte? Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Joseph Bologne, donc, dont l'histoire n'a jamais été inculquée à qui que ce soit. Dans les manuels des petits Antillais, Joseph Bologne n'apparaît nulle part. Il a eu une rue vite fait à son nom vers la rue Saint-Honoré. Il y a une rue qui porte le nom de Chevalier de Saint-Georges. Et donc, ce mec a été effacé de l'histoire. On a détruit son œuvre. Et tu sais qui avait ordonné ça en 1802 en rétablissant l'esclavage, dis-moi? J'aurais dit Napoléon. C'est bien Napoléon Bonaparte. Il y avait interdiction de jouer ces musiques. Il a fait brûler les partitions, toute l'œuvre musicale de ce gars, pour que l'histoire l'oublie. Et il s'avère qu'un homme du nom de Stephen Williams, qui est un réalisateur très connu, qui est basé maintenant à Los Angeles, un réalisateur qui a réalisé des épisodes de Murder, c'était le réalisateur de Lost, il est même devenu après producteur exécutif de la série Lost, de plein de séries, donc je t'ai dit Murder, il y a eu d'autres séries dont les noms m'échappent, je crois même une toute dernière série sur Netflix, Painkiller, il fait partie des réalisateurs de ça. C'est vraiment quelqu'un qui, je veux dire, de renom, quoi. C'est un gars qui est respecté dans le milieu. Cet homme a eu l'idée de réaliser ce film. Il a demandé à une meuf qui est formidable, qui s'appelle Stéphanie Robinson, d'en écrire le scénario. Ils ont fait un film, c'est un bijou ce film, Tia. Personne n'en a entendu parler. Ce film est sorti en avril aux États-Unis et ça devait suivre, il devait sortir en France. J'avais déjà fait des choses, je mettais déjà des choses en place avec Canal+. Le film n'est jamais sorti en cinéma en France. Jamais. Il n'est pas sorti dans les cinémas en France, ce film. Personne ne peut en expliquer la raison. Ben voilà, chérie, c'est la question qui est au bout des lèvres de tous les Caribéens qui ont suivi l'histoire, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de gens qui ont suivi l'histoire. Mais je vais faire en sorte que ça change et que tout le monde soit au courant de ça. Le film n'est pas sorti en salle, donc en France. Le film n'est pas sorti en salle dans les Antilles françaises, ni en Guyane, ni nulle part. Le film est sorti aux États-Unis, à Londres, dans certains pays d'Europe, mais pas chez nous. Et vois-tu, ça pour moi, c'est un scandale. Et c'est encore une fois, malheureusement, une question de racisme, ma chérie. Parce que c'est venu déranger les gens. Il est question de colonisation, il est question d'ailleurs du chevalier. Et de toute façon, ça se lit même sur Wikipédia. Il a été l'un des premiers abolitionnistes à militer. Il a rejoint la Révolution française et il avait sa propre légion qui s'appelait d'ailleurs la Légion du Chevalier. Il a monté une armée de 6000 hommes, tous noirs. Énorme. Le mec était... Laisse tomber, quoi. Et ça, je te le dis, j'ai vraiment j'ai la chair de poil, parce qu'en fait, si nous, même petits, on avait appris ça, imagine, le gars a vécu quand même au XVIIIe siècle. Tu imagines si les enfants de tous les Antillais avaient pu avoir un exemple comme celui-ci, un modèle comme celui-ci, tu ne crois pas que ça aurait pu changer 2-3 destins, ça aurait éveillé quelques consciences? Et en fait, c'est ça. Tout est une question de représentation. Ça veut dire que les gens vont tout faire pour, malheureusement, éteindre les gens qu'ils voient briller. Ils font tout pour les personnes qui vont se démarquer physiquement, mentalement, intellectuellement. Tu vois ce que je veux te dire? Sexuellement et tout. Les gens, en général, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne maîtrise pas. Donc, on fait tout pour l'éteindre, pour ne pas le voir. Moi, si j'ai un conseil véritablement à donner aux jeunes qui nous regardent, affirmez-vous, assumez-vous, montrez au monde qui vous êtes, parce qu'il y a tellement de personnes que vous pourriez aider
si vous vous assumiez plus, si vous n'attendiez pas que l'amour vienne de l'en face, mais que l'amour vienne déjà de vous. Il faut apprendre à s'aimer soi. C'est le plus important. Quand tu t'aimes et quand tu as la chance d'avoir des parents qui t'ont appris à t'aimer, appris à prendre soin de toi, t'es pas en dépendance affective, t'attends pas des likes en fait pour savoir ce que tu vaux, qui tu es. Tu vois, et ça c'est très important. Et le fait de s'assumer, le fait de s'aimer en premier, mes frères, self-love is the best love. Vraiment. Et moi c'est ça que je pourrais dire aux jeunes, parce que vraiment, tu sais, ça me fend le cœur. Des fois je vois des choses passer sur les réseaux et tout, je me dis mon Dieu, j'aurais eu 18, 20 ans, donc l'âge de ma fille actuellement, ça aurait été peut-être plus compliqué encore. Quand bien même on prône le body positive, le ceci, le cela, les gens sont de plus en plus aigris, les gens sont donc de plus en plus mesquins, et tu as l'impression que le simple fait de pouvoir se cacher derrière une adresse IP, c'est la boîte de Pandore en fait, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, les gens pensent qu'ils ont tous les droits. Récemment j'ai mis dans ma story, frère, mon corps c'est pas TripAdvisor en fait, je t'ai pas demandé de me donner une note, un commentaire, un truc, j'ai pas besoin de tes likes en fait. J'en fais ce que je veux, je l'assume. J'ai 43 ans, frère, j'ai des vergetures, j'ai de la cellulite, des bourrelets, mais j'assume tout ça et je n'ai aucun problème à mettre un filtre et à m'étirer pour m'amincir. J'ai pas de problème avec ça. Tu vois ou pas? Mais tu sais, moi, ce que j'adore avec toi, c'est que ça a toujours été ton discours. Moi, je me souviens d'une période aux Antilles où, comme tu l'as dit, il y a toi, en fait, c'est un peu comme Cyril Hanouna, on t'aime pas. Et en fait, le nombre de fois. Et en fait, on pense si bien avec lui, c'est vrai. C'est ça, et tu vois, je me rappelle, il y a des années où il y avait énormément de choses qui se disaient sur toi et tout ça, et t'as toujours été droite dans tes chaussures en disant, mais vous savez quoi, moi je me kiffe en fait, donc ce que vous dites, mais c'est le cadet de mes soucis. Et en fait, honnêtement, c'est pour ça que je dis aussi que t'as été l'un de mes modèles. Alors, clairement au niveau professionnel, donc ça, il n'y a pas photo, mais au niveau de la femme que j'étais en devenir, en me disant, mais de quoi t'as peur en fait? Si t'es toi-même, c'est quoi le pire qui puisse t'arriver? Et tu me montrais que être moi, c'était être juste vrai, et les autres étaient déjà pris de toute façon, donc je pouvais pas endosser le rôle de quelqu'un, juste accepter d'être moi. Donc ça a pris un petit peu de temps, mais grâce à toi, je sais que j'ai fait quand même un gros travail sur moi en mode tu es bien comme tu es, et surtout, je me rappelle d'un moment qui a été capital dans ma vie, où tu m'as dit entre quatre yeux, copine, tu mérites mieux. Tu mérites mieux que ce que tu as là. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Je me rappelle comme si c'était hier. En plus, tu m'avais reversé. Moi, ma tête, c'est une unité centrale, ma chérie. Alors, ne viens pas me tester sur le truc de tu te rappelles. Je suis venue te rejoindre à ton hôtel. Tu rentrais de vol des Antilles. Tu m'avais ramené une tenue dont je rêvais. Et donc, c'est toi qui étais venu me ramener ça. Et on était restés parler un bon moment dans ta chambre. Et je me rappelle, effectivement, c'était pas une période aisée pour toi. C'était une période, où déjà tu étais en plein questionnement sur où tu allais, ce que tu allais faire, où tu devais te baser et tout. Et je sais pas pourquoi j'ai eu un pressentiment pour toi et qui s'est tellement avéré. T'as eu les mots. T'as eu les mots, t'as juste les vrais mots, et les mots en fait que tu as eu, c'était tu mérites mieux et n'aie pas peur de demander ce que tu mérites. Exactement. Et il faut être conscient de ça dans la vie. Il faut être conscient de sa valeur. Ne jamais se dire non mais je vise trop haut en fait. Non, moi je suis faite pour le fond du panier. Pas du tout en fait. On est fait pour les étoiles. On est fait pour le ciel. On est fait pour le summum. Et c'est vrai que je t'avais dit ça, que tu méritais mieux que ça. Et je t'avais même dit c'est pas ta vie ça, Cynthia. Ouais, c'est vrai. Pas ta vie. Toi, pour toi, ça sera ceci, ça. J'avais fait ma Madame Irma. Et t'as marché. Et t'as eu raison. Et j'ai pas fini. T'as pas fini, c'est clair. Mais tu vois, pour revenir à ça, justement, à la question de valeur, je trouve que c'est un truc hyper féminin, tu sais, de sous-estimer ce que l'on mérite parce que c'est mal vu, parce que mais en quelque part ça donne l'impression d'être hyper narcissique, plein de choses comme ça, d'idées reçues. Comment selon toi on pourrait, sans justement tomber dans un narcissisme désuet, se dire non, en fait, je suis quelqu'un de bien et je mérite ce à quoi j'aspire. Comment, à ton avis, comment ça se fait ça? Alors, si tu veux, je te rejoins totalement sur le fait que ce soit très féminin.
Mais c'est encore tellement compliqué. Le chemin est encore long pour nous de pouvoir gommer, tu sais, tout le formatage patriarcal qu'on nous insère et qu'on ingère depuis la nuit des temps. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu as vu, c'est mon film aussi du moment, Barbie. Moi, j'adore Barbie. Alors, pareil, film très clivant, mais qui est en train de tout péter au box office, donc ça me rend très très fière. Mais qu'on le veuille ou non, on nous a toujours, tu vois, Barbie en est l'incarnation même. Ça veut dire que quand Barbie est arrivée dans les années 50, je crois que c'était 59, début des années 60, on formatait, et c'était ce depuis que le monde est monde et l'invention des poupons et des jeux pour enfants, on a toujours fait en sorte de canaliser la femme pour qu'elle puisse être une bonne mère de famille, une bonne femme au foyer. Pour la femme, ça a toujours été les poupons pour la préparer à la maternité, les balais et les aspirateurs pour qu'elle puisse bien tenir sa maison toujours très propre, et sinon des petites cuisines pour apprendre à faire le bon rôti pour son chéri. Donc, ce qui fait qu'en fait, on nous a tellement, depuis toujours, rabâché des choses. Et puis, quand on commence à avoir des aspirations, ma chérie, ne t'emballe pas. Tu vois ce que je veux dire? Toujours réfréné, toujours fait en sorte que, voilà, une femme reste à la place à laquelle l'homme avait décidé de la mettre. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement non, parce que heureusement que le travail se fait, mais on n'est pas encore arrivé au bout, et qu'on le veuille ou non, souvent, les autres femmes, jusqu'à maintenant, sont nos pires ennemis, nos meilleurs ennemis. Et ça, je le déplore au quotidien, parce que j'espère, en tout cas, pouvoir continuer à vendre la sororité autant que je peux auprès de toutes celles qui auront une oreille attentive. Parce que frère, il y a déjà le monde entier contre nous, si seulement toutes les meufs pouvaient se tenir par la main. Et c'est aussi ça veut dire que souvent, le sentiment qu'on va avoir de se dire, mais oh là là, est-ce que je m'emballe pas? Est-ce que je ne suis pas un petit peu trop imbu de ma personne, de moi-même? Est-ce que machin, nana? Souvent, ça va pas être par rapport au regard des hommes, ça va être par rapport au regard d'autres femmes, voire aux réflexions que d'autres femmes vont nous faire. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est ça, en fait. C'est c'est pouvoir se dire, les gars, les meufs surtout, on est toutes nées du même côté, les chéris. Qu'on le veuille ou non, on est obligé d'être féministe. Moi, ça me fait sourire quand je vois ou j'entends ou je lis des femmes qui disent, alors moi, les féministes, ça va 2 secondes, parce que, mais chérie, frère, si t'es pas féministe, tu dois même pas porter de jean, en fait. Tu dois porter que des jupes, chérie. Tu dois pas travailler, tu dois pas aller à l'école, tu dois passer ton temps à t'épiler, à sentir bon, à te pouponner et attendre que chérie rentre et que sa table soit faite. Donc si tu ne vis pas dans ce schéma-là, tu es féministe, ma doudou, toi aussi. Si tu vas voter, tu es féministe, copine. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que vraiment, des fois, en fait, on se réfrène beaucoup plus par rapport au regard de l'en face que par rapport à nos capacités à nous. Et c'est de se dire, ok, frère, tu te mets devant le miroir, tu dis ok, je suis pas la plus belle, je suis pas la plus intelligente, et limite je switch parce que je n'aime pas du tout qu'on s'auto-juge et qu'on juge l'en face par rapport à notre physique, parce que ça, on n'a rien fait pour ça, c'est mère nature, mais ce qu'on a à l'intérieur, c'est à nous de le travailler. Donc on n'est peut-être pas, tu vois, la plus brillante, la plus intelligente, celle qui a le plus de potentiel, mais gars, je me démène tous les jours pour être une meilleure version de moi-même. Donc, si c'est pas le meilleur que je veux pour moi, autant que j'abandonne, que je lâche l'affaire. Tu vois ce que je veux dire? On mérite ce qu'il y a de meilleur. Voilà ce qu'on mérite. Parce qu'on est toutes, et vraiment, toutes les femmes du monde. Alors, on sait, et la femme noire est celle qui subit le plus de violence au quotidien. Hein. C'est vraiment pas facile par les temps qui courent d'être une black woman. Mais une femme naît avec une couronne sur la tête. Mais c'est à elle de l'ajuster au quotidien. Tu vois, personne ne va venir le faire à sa place. C'est ça. Et c'est vrai que je te rejoins quand tu dis que personne va venir le faire à sa place. Par contre, je te rejoins aussi quand tu parles de sororité. Et moi, te concernant, ça, je l'ai remarqué chez toi, justement, cette notion de sororité et de féminisme depuis plus de 20 ans, en fait. Tu vois, dès les années énergie, quand je suis arrivée,
t'étais celle qui défendait les autres femmes. Et tu le disais haut et fort et tu te cachais pas pour dire non, mais écoute, non, tu le disais haut et fort. Et moi, je me rappelle d'une fois où tu m'as défendue et je te le dis aujourd'hui, j'étais en voiture et j'ai pleuré en me disant, mais cette fille est juste incroyable. Je te jure. Et en fait... C'est quoi ce moment émotion là, toi, qui nous le fais depuis... Attends, je te dis... Attends, parce que pour le coup, moi aussi, quand je bossais à Énergie, j'avais ce côté un peu clivant, donc soit on m'aimait, soit on m'aimait pas. Donc c'était la même, sauf que moi je bossais le soir et toi le matin. Mais t'étais déjà dans une équipe clivante, parce que t'étais quand même dans la antenne le soir, qu'avec des gars pour la plupart. Au début, il y avait pas, vous étiez pas encore nombreuses en tant que filles, donc déjà, et on connaît avec de surcroît les stéréotypes de chez nous. Tu vois ce que je veux dire, t'arrivais avec un gros package, donc forcément, soit ça passait, soit ça cassait. Et en fait, je me rappelle qu'une fois, c'était le matin, donc je sais pas où est-ce que j'allais, je t'écoutais, et il y a une auditrice qui a appelé en disant j'appelle juste pour vous dire que la fille du soir, là, la Tia, faudrait la virer parce qu'elle sert à rien. Et tu sais, sur le coup, j'étais en train de conduire en me disant, mais de quoi elle parle? C'est qui ça? Tu vois? Quoi, cette balle gratuite, cette attaque gratuite? Tu vois? Et en fait, tu lui as dit, et je me rappellerai de ça toute ma vie, tu lui as dit, écoute, avant de demander à ce qu'on vire les gens, essaye de faire ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'elle fait, elle. Et après, on en reparle. Et sur le coup, je me suis dit, waouh! Et je te jure, j'ai pleuré en me disant, mais Ludie est juste incroyable, en fait. Et ça m'a tellement touchée que tu prennes ma défense parce que t'étais même pas obligée, tu vois. Et ça, je t'ai toujours vu le faire. Soit ça, ou soit juste tendre la main, être là dans des événements qui étaient faits par des femmes, ou donner un coup de pouce à une femme qui faisait un truc, mettre en avant un projet fait par une femme. Tu le fais tout le temps et depuis des années. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un exemple de se dire, mais on vient d'une petite île et c'est vrai que des fois, on a l'impression que c'est encore plus compliqué pour nous parce que tout le monde se connaît. On a l'impression que on a une place à prendre et que c'est au détriment de quelqu'un. Et toi, tu nous montres que non, les filles, venez, on se serre les coudes et on avance ensemble parce que c'est comme ça qu'on sera plus forte. Le soleil, il brille pour tout le monde. Et mais ça me touche tout ce que tu me rappelles aussi, parce que c'est vrai que ça a fait un petit moment là quand même, hein, merde. Hein. Pas toute jeune, mes enfants ont raison quand ils disent que je suis vieille. La dame n'est pas toute jeune du tout. Non, mais c'est fondamental. Tu sais, c'est pour moi exactement comme nous, on vient quand même de petites îles insulaires. Et quand je vois des fois les gens s'entre-attaquer entre eux, je me dis, mais frère, on n'est rien sur la planète, on habite sur un petit caillou comme ça, que les gens n'arrivent même pas à placer sur le globe. Si on est contre nous-mêmes alors que le monde est déjà pas avec nous, il reste qui à nos côtés en fait? Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, les femmes, je les vois comme ça, c'est-à-dire qu'on est déjà une cible tellement facile. On est déjà une cible tellement facile. Une femme, une mère, c'est la cible idéale pour tous les misogynes. Rien qu'un exemple, tous les jurons, qu'ils soient antillais, français, quinri ou quoi que ce soit, c'est toujours pour les filles. C'est-à-dire que chez nous, le plus gros juron qui touche un homme, c'est Tech Papa. Tu vois ou pas? Ça va encore. Tu vois ce que... Mais c'est le high level. Là, on est dans le max du max. Il n'y a rien d'autre qui va concerner un mec, il n'y a rien d'autre qui va concerner une femme. Tu vois ce que je veux dire? C'est que des meufs. On attaque toujours les femmes. Quand tu insultes quelqu'un, c'est sa maman, c'est sa femme, et ceci et cela. C'est toujours ça, c'est-à-dire qu'on est déjà tiraillés et on nous envoie comme ça des boulets de canon tout le temps. Si entre nous, on ne peut pas se tendre la main, si entre nous, on ne peut pas être bienveillante, être dans l'empathie, être solidaire, s'encourager, c'est comme ça que, tu vois ce que je veux dire, la tribu des Agodji, frère, c'est comme ça en fait. C'est en se tenant la main, et même si c'était des guerrières et tout, en éduquant les plus jeunes, en leur montrant les rouages et tout ça, et pour qu'après, elles vous défendent vous alors que vous étiez coriace. Pour moi, c'est ça. En fait, les femmes, toutes, et quelles qu'elles soient, qu'on soit travailleuses du sexe ou non, tu vois ce que je veux te dire, aux antipodes des pensées, des convictions, des valeurs l'une des autres, il y a une chose qui nous unit, c'est le fait d'être femme en fait. Et d'être malheureusement, qu'on le veuille ou non, jusqu'à maintenant, dans une position de faiblesse.
tu vois. Ce qui est dingue. On va revenir sur le fait que tu aies dit juste à l'instant que ça faisait un moment que tu étais là. Et pendant toutes ces années, tu as fait tellement de choses. Donc, tu as été animatrice radio, tu es animatrice télé, tu as été modèle photo, mannequin, tu as été chanteuse aussi. Oui, j'ai fait ça. Ouais, est-ce que t'as jamais eu peur de te lancer dans un projet ou est-ce que non, tu sais, il y a qu'une vie et j'y vais, ou est-ce qu'il y a quand même à chaque fois un peu, tu sais, la petite voix là qui te dit non mais tu vas pas faire ça, tu vas pas oser, tu vois bien ça sûr, comment la petite voix elle est là. Bien sûr, la petite voix elle est là, mais à chaque pas, à chaque instant, chaque nouveau projet et même pour des choses qui sont, tu vois, justement initiées depuis longtemps. Hein, ça veut dire que voilà, mon métier. Là, bien, voilà, c'est bientôt la rentrée et je sais que quand je vais arriver à la factory, la petite voix qui me dit « petite impostrice que tu es », avec le syndrome de l'imposteur. Mais tu l'as toujours? Mais bien sûr. Wow. Tu sais, déjà je l'ai, mais je crois que, alors c'est peut-être ce qui va m'aider aussi à garder les pieds sur terre. Jusqu'à maintenant, des fois, quand je prends le temps, tu sais, des fois, je prends le temps quand je peux, hein, parce qu'avec les enfants, le chéri, les chiens, les factures, les bâches, comme ça, c'est rare que je puisse faire le vide autour de moi et que je puisse faire, tu vois, une petite introspection. Mais quand j'ai le temps de le faire, je te promets que jusqu'à maintenant, c'est ma 7e saison cette année, jusqu'à maintenant, j'en reviens pas. Et il m'arrive de me dire, putain, ils me connaissent, en fait, ils connaissent mon nom. Là, je rentre de chez un tel. Alors, un tel me considère vraiment comme son ami. Non, mais vraiment, c'est-à-dire, tu vois, je suis très proche de Kelly, de Valérie et de Géraldine. Mais vraiment, on se voit en dehors des studios et tout. Et les filles m'avaient réservé une super surprise et tout pour mon anniversaire. D'ailleurs, je crois que je porte, voilà. Alors, je me rapproche parce qu'il est vraiment sublime. Je porte il est trop beau. Collier, il est magnifique. Un collier LV, bien sûr, on connaît. Tu sais, c'est pas tant... bon, d'accord, c'est sympa, c'est de la marque, c'est Vuitton, tout ça, nanana, mais c'est le symbole. Les filles, elles ont pris le temps d'aller choisir un collier qui s'appelle Forever Young. Tellement elles me connaissent. Tu vois ce que c'est trop choupinou. Et je me dis, mais les filles me connaissent elles-mêmes. C'est une copine. Donc là, je vais et tout le monde m'appelle Lutti et Lulu et machin. Ils me connaissent vraiment. Ils savent que je viens de Martinique. Ils connaissent... Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas blasée de ce qui m'arrive, en fait. Je suis non seulement fondamentalement reconnaissante, mais encore toujours un peu émerveillée. Je pense que c'est ça qui m'a jamais quittée. Je suis vraiment émerveillée de pouvoir faire ça, de réaliser des fois que je le fais et avec qui. Et je me rappelle la première fois que j'ai rencontré Michel Drucker, donc je pleurais, hein, un peu comme toutes les personnes de route, toutes les personnes, tu vois, qui ont fait les beaux jours de ma jeunesse, de mon enfance et de ma grand-mère, et de me dire, mon Dieu, ma grand-mère serait tellement fière de me voir interviewer Michel Drucker. Elle serait tellement contente parce que ça a été toujours, toi, les préférés. Et Michel Drucker me disait, et je lui parle, comme toi, tu vois, je lui posais cette question, je lui dis, mais Michel, est-ce que jusqu'à maintenant, genre juste avant la prise d'antenne, un enregistrement et tout, est-ce que t'as les chocottes un peu, est-ce que t'as... Et le gars, il m'a dit que ça ne l'a jamais quitté. Wow. Jusqu'à maintenant, il a le trac avant chaque émission. Et il me dit, énorme. Le jour où tu ne l'auras plus, le jour où je l'aurai plus, il faut arrêter de faire ce métier. Trop beau. Trop beau, j'adore. C'est une vraie vérité. Alors, on va revenir justement sur TPMP. Moi, ton arrivée dans Touche pas à mon poste, ça a été genre, tu sais, comme un film où je me dis, waouh, oh, tu vois, le waouh. Donc, moi, je l'ai vu comme ça. Moi, je l'ai vraiment vu comme ça. Toi, comment je me revois? Alors, non, je te revois. Genre, j'étais là, tu sais, comme dans les matchs de foot et t'as l'impression que t'es sur le terrain. Et en fait, mais vraiment, je te revois dans un couloir blanc et je revois cette photo, tu sais, t'as la tête baissée comme ça et j'ai l'impression que t'es en train de prier en mode, là, je vais faire une intervention parce que t'étais pas encore chroniqueuse. Là, c'était justement un défi lancé que tu avais lancé. Et je te vois dans ce couloir et honnêtement, moi, j'étais à côté de toi. Tu m'as pas vu, mais j'étais à côté de toi en mode, tu lui dis, tu vas tout déchirer. Tu vas tout déchirer, je sais, tu vas tout déchirer. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Mais toi, réellement, à ce moment-là, il se passe quoi dans ta tête? Déjà, est-ce que tu peux recontextualiser comment tu fais pour arriver dans ce couloir juste avant de rentrer sur le plateau? Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. Bah, écoute, donc je vais te répondre juste après la recontextualisation, ok?
Donc, on est en 2017. À l'époque, je suis sur Tropic FM. Je suis en radio sur Tropic. Et c'est la période des sondages médiamétrie. Donc, tu as des sondages de mi-saison, donc en avril, pour un petit peu voir, tu vois, à quoi ressembleront les sondages de fin de saison, donc en juin. Savoir à quelle sauce seront mangées les radios, quoi. Et Arthur, à cette époque-là, qui était dans notre jeunesse le roi de la télé, le roi de la radio, c'était son surnom, le roi de la radio sur Europe et tout. Arthur décide, il a une radio qui lui appartient, mon Dieu, c'est Oui FM, je crois, il me semble, un truc du genre. Oui, c'est Oui FM. Et donc, il avait acheté la radio. Le gars décide qu'il se remet à la radio et qu'il va tout défoncer, tout ça, que sa matinale va redevenir comme à l'époque la première matinale. Sauf qu'Arthur se remet à la radio, mais que plus personne ne l'attendait. Les temps avaient changé, les générations avaient évolué. Et donc, il fait un flop monumental. Et Cyril, qui n'est pas le dernier pour se moquer, surtout de personnes qu'il a un petit peu ici. Donc, Cyril, il voit les sondages mi-saison, tout ça, on lui ramène ça à son bureau le matin, et le mec se tape des barres énormes, parce qu'Arthur est derrière plein de radios, mais genre Chante France et tout. Et le mec décide d'en faire une séquence le soir dans l'émission, et il prend les noms pour lui un peu, tu sais, les plus marrants, quoi, les plus gauleries, des noms, et dont le nom très exotique de Tropic FM. Et donc, le mec, il se moque d'Arthur. Oui, alors Arthur, on est derrière Chante France, on est derrière Tropic FM, la radio tu bois du Tropico et après tu passes la compagnie créole, tu sais, il casse la radio. Je te jure, ça se passe comme ça. Sauf que moi, déjà, pour encore mieux te contextualiser l'histoire, quand j'ai vécu ma traversée du désert quand je suis arrivée à Paris, donc après la naissance de mon petit garçon, où je ne travaillais pas, où Pôle emploi s'est arrêté, où j'étais vraiment en galère totale, toute la journée, donc je m'occupais de mon fils, puisque tu comprends bien, je n'avais pas les moyens de me mettre à la crèche, donc j'avais mon fils avec moi et toi à la maison. Donc j'étais dans les couches, dans machin, dans toute la journée, tu vois. Emmener Manon à l'école, qui était toute jeune à l'époque, ceci, cela, faire à manger, repasser le ménage et tout. Et ma seule bulle où j'oubliais que j'étais maman, que j'étais femme au foyer à l'époque, que ceci, que cela, c'était TPMP le soir. C'est-à-dire que j'ai même des vidéos de mon fils en train d'étendre le linge, en tout cas d'essayer d'étendre le linge, où tu entends TPMP en arrière-fond. Le soir, il n'y avait que ça chez moi, tu vois. Et je m'embrouillais même avec les gens quand je ne pouvais pas entendre une vanne, Et donc, ça a vraiment, c'était mon fil rouge, tu vois, TPMP. Et donc, à l'époque de Tropic, ça a continué. Le soir, j'avais besoin de TPMP pour me détendre, pour rigoler et tout. Et moi, je suis chez moi, ma fille, j'entends que le gars parle de Tropic FM. Je dis, attends, mais stop. Tropic FM, la radio où je travaille, ça veut dire que potentiellement, le monsieur l'a entendu, il a mis Tropic FM et il a entendu la voix de Ludivine. C'est une plaisanterie. Et j'arrive le lendemain, ma chère, m'arrivait grand bonnet, alors que d'habitude, j'arrivais toujours très border de 9h, j'arrive grave tôt. Les gars, il faut qu'on fasse une vidéo en réponse à Cyril Hanouna. Il a parlé de lui hier soir devant 2 millions de téléspectateurs, vous vous rendez compte et tout, de la publicité de machin. Écoute-moi bien, tu as déjà vu quelqu'un arriver dans un hôpital psychiatrique? C'est consulté, en moon que tu t'es enregistré à l'accueil, ma chère. Les gens m'ont regardé. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Et toi, tu veux faire une réponse? Et ça, va. Garde la pêche. C'était ça, garde la pêche. Je te jure, c'est ça sur la tête de mes gosses, la tête de mes 2 enfants. Les gens m'ont prise de haut. En mode, bien sûr, on va faire une... Mais il n'y a pas de problème, d'accord, hein, on revient, voilà. Je le jure. Mon Dieu, vous êtes sérieux? Et ma fille, tu sais, comme quoi, tu sais, quand la vie décide que le puzzle doit s'enclencher, on est genre moi, je fais le truc, genre la veille de mon anniversaire, quoi, tu vois. On est le 18 avril. Donc, ça, le gars parlait de nous la veille, le 17. Donc, ma chère, j'ai dit, ah bon, vous n'êtes pas allée? Je lui ai dit, c'est mal connaître la petite négresse qu'on appelle Ludivine. Ma chère, je suis allée dans mon studio, heure de mon émission. Je suis là jusqu'à 13h, j'ai tout le temps d'enregistrer, de refaire la vidéo. Je l'ai enregistrée au moins 30 fois. Je cale, parce que tu penses bien que les moyens n'étaient pas ouf. Je cale un truc Tropic FM derrière moi, ma chère, pour qu'on voit le logo de l'émission. Vous voyez, vous comprenez que machin. Ma chère, à ce moment-là, je décide de faire mon intervention sur un titre qui va parler à tout le monde, mais je ne voulais pas faire doudouiste en mettant oui, parce que du Zouk, parce que c'est Tropic FM, Ed Sheeran, tout ça, machin. Et j'enregistre ma vidéo, ma chère, comme ça. Donc, je l'enregistre plusieurs fois.
Et quand je trouve que voilà, la vidéo est plutôt pertinente, je me suis pas emmêlé les pinceaux, le discours est fluide, tout ça, nanana, je me dis ok, je poste ma vidéo sur Twitter puisque les gens de la radio ne veulent pas me suivre. Donc mon café bagaille moi pour un grand forme. Ma chère, j'appelle mon chéri entre-temps qui connaît Mokhtar. Oui. Ils ont travaillé Stade de France et tout ensemble. Je dis Alexis, je t'en prie, dis à Mokhtar de retweeter mon tweet là, où je fais une réponse à Cyril. Comme ça, je suis sûre qu'il y a au moins quelqu'un de C8 qui verra ça et tout. Ma chère, comme dit comme fait, Mokhtar me retweet. Ma chère, combien like, combien commentaires. Énorme. Il faut absolument que tu la prennes dans l'émission. Elle a de la voix, elle a du répondant, elle a de la répartie, elle a. Mais ma chère, la journée passe tout ça sur moi. Ma fille, tu connais déjà les enfants, le kiki, le machin, le ceci, le cela. Et non pas les Twitter, quoi. Tu vois, je passe sur Twitter toute la journée. Ah, bon Dieu. Le lendemain, je retourne à mon travail. J'ai toujours pas regardé ce qui s'est passé dans la nuit et tout. Ma chère, je ne commence pas à crier comme une folle furieuse dans le truc. Cyril Hanouna himself m'a retweeté. Je suis sur le Twitter. Énorme. Avec l'encoche bleue, ma fille, je crie. J'ai chaud, j'ai froid, tout mon corps me fait mal. Je dirais, lui, je suis sur le Twitter, tout ça. Il me dit, vas-y, bah ouais, Mokhtar, il a un machin. Mais même lui, il me dit, oui, bah ok, t'es sur Twitter, mais voilà. Et on s'apprête, donc c'est le jour de mon anniversaire. Donc ma chère, c'était le plus beau cadeau d'anniversaire ever. Je cours toute la journée, comme par hasard, ce jour-là, je te dis, l'unité centrale. Je dois quitter le studio rapidement. Vinou est à Paris, Vinou est rentré me faire la surprise le jour de mon anniversaire. Et de surcroît, moi, je pars enregistrer le fameux clip de Cyril Sinélu, ma fille, Combien l'en est, la chanson écrite par Jocelyne Béroir. Je pars tourner avec Jocelyne Béroir et Cyril parce que c'est moi dans le clip, tout ça. Bref, donc ma chère, moi, dans Self Fast Life, je dis à Jocelyne, Jojo, Tati Jojo, retrouve-moi. Il faut que tu me vois, ma chère. La fille s'emballe. Et je rentre chez moi, petit gâteau d'anniversaire, petit champagne, ces petits trucs tranquilles. Mais je dois surtout faire mes valises parce que nous partons, mon chéri et moi, en week-end d'anniversaire, comme lui c'était le 18 et moi le 19, à Barcelone. Dans mon Barcelone, ma chère, je n'ai pas un appel de la production du rédacteur en chef de Touche pas à mon poste. Énorme. Je crie, je suis sur la Vespa. Arrête. Je te jure, ma fille, j'ai chaud, j'ai froid en même temps. Oui, allô? Mais je prends une voix de France. Oui, allô? Je suis comme ça et ma chère, on m'annonce que le mardi 25 avril, ce sera mon moment parce que Cyril Hanouna a décidé de machin. Ah non, je rate une étape, pardon. Avant de faire ça, je savais que Cyril allait me prendre. La veille donc de mon départ, je pars le samedi matin, le vendredi donc le lendemain de mon anniversaire. Personne, donc justement, je ne suis pas prévenue, donc j'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps parce qu'en fait, Cyril, il passe ma vidéo à la télé. Je n'étais pas au courant. Donc moi, je regarde mon truc comme d'habitude, mon petit garçon est là, machin, et puis j'entends le gars qui parle qui dit à Isabelle Morini-Bosque, je ne vais pas aller à Europe 1 l'année prochaine, je vais vous dire où je vais aller à Tropic FM, et justement, on a un message d'une animatrice de Tropic FM. Et le gars... Tu me donnes des frissons. Mais même moi, je les ai. Écoute-moi bien. Je commence à crier. Et là, par contre, je pars en hystérie chez moi. Je hurle. Mon mec, qui crie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu cries comme ça? Je dis, mais regarde pas! Je suis dans l'émission. Mon fils qui dit, mais maman, qu'est-ce que tu fous dans l'émission? Écoute, chez moi, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Voilà comment j'ai su qu'il allait me donner ma chance. Sauf que je savais pas quand. Et durant ce fameux week-end à Barcelone, on m'appelle pour me dire que ce sera le mardi 25 avril, tout ça. Je rentrais le lundi matin de Barcelone, ma chère. Crier maquilleuse, crier coiffeuse, crier tout le monde. Il faut que tout le monde soit sur le coup. Et je choisis mon vêtement avec mon chéri. Je voulais être sexy, mais pas que ça fasse vulgaire. En fait, c'est très compliqué. Ma première fois, et je ne peux pas me louper, en fait. C'est vraiment mon va-tout, c'est ma carte, quoi. Et je me prépare, mais ma chère, au fur et à mesure que l'heure approche, ma chère, je me liquéfie. Je commence à je me liquéfie. Quand on se gare à Boulogne devant Canal Factory, je dis à mon chéri qu'en fait, il faut me ramener à la pharmacie parce qu'il faut que j'aille acheter de l'Imodium, ma chère. Je me chie littéralement dessus. Hein. Non, vraiment. Je vous parle sans faux semblant, les enfants. Je me chie dessus. Je retourne, ma fille. J'ai pris mon Imodium. Encore au moins 3 pour être sûre de n'avoir aucun sur le plateau des gens. J'arrive et là, ma chère, la magie opère. C'est-à-dire que d'emblée, quand j'arrive, Mokhtar, donc que je connaissais déjà aussi, moi qui me dit, surtout,
fais pas semblant de machin, reste-toi. T'as vu comme t'es gaulerie, comme t'es nana tout le temps. Reste-toi. Cyril, il aime pas les gens qui font des chichis et il va sentir si t'es pas naturel en fait. Et ça, il va pas kiffer. Et ce sont les premiers conseils de Mokhtar. Je monte les marches et tout qui me mènent aux loges. Et là, ma chère, avant de voir Cyril, je vois une chroniqueuse qu'à la base, j'aimais pas trop parce que j'aimais pas son personnage, ses interventions tout le temps à l'antenne. C'était Enora, qui s'avère être un amour dans la vraie vie, qui me dit wow, les gars, on a Beyoncé avec nous ce soir au plateau et machin. Elle regarde mes chaussures, machin. Elle me dit, t'es magnifique, t'es superbe et tout. Elle me dit, mais toi, ma chérie, je t'explique. Toi, tu vas rester. Toi, bienvenue dans la famille TPMP. Elle me dit, j'ai vu ta vidéo. Et je le jure, elle me dit ça. Valérie Benaïm qui me dit la même chose. Ensuite, j'ai Jean-Luc Lemoine qui me salue, qui m'embrasse et tout. Et des conseils de Gilles Verdez qui me dit, Cyril, il n'aime pas quand on parle les uns sur les autres. Lève ta main, mais tu te dis que... Écoute, j'ai eu que des conseils bienveillants. Je sors des loges et là, il y a Cyril qui arrive. Ma chère, mon cœur commence à battre vite et fort. Et là, ma chère, il touche la tête de mon mari, il l'embrasse, il me dit, mais qu'il est beau, celui-ci, et là, et tout. En fait, il fait son Cyril Hanouna. Et tout, ma chérie, éclate-toi et tout. Et ma chère, le gars même est tellement à l'aise que j'arrive sur le plateau. Quand il y a le décompte, 4, 3, 2 à 1, je dis, ah mon Dieu, maman, et 0. Ludivine Rétori est en place. J'ai parlé dans l'émission comme c'était mon émission. J'ai même envoyé le gars chier. J'ai clashé X, j'ai machine Y. Je suis revenue le lendemain pour ne plus jamais quitter la chaîne en fait et l'équipe. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Est-ce que tu crois qu'on a une bonne étoile ou est-ce que tu crois qu'on travaille pour se créer son étoile? Je crois que c'est un peu des deux. La vérité, elle est dans tout ça parce que je crois qu'il y a des gens qui sont hyper talentueux et pour qui malheureusement la chance ne sourit pas et qui ont beau travailler. Tu vois, tu vas sur les quais d'une gare, il y a tellement de gens avec un talent, un potentiel énorme. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, même comme des gens comme comment il s'appelle comment il s'appelle ce chanteur? Ah là 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 là, donne-moi son nom. Il était dans Le Roi Soleil. Le Grand Noir. Christophe Maé. Christophe Maé, ok. Christophe Maé, regarde le talent du gars. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas castré le gars pour faire Le Roi Soleil. Il continuerait à chanter dans des gares et dans des petits bars, des petits trucs en Corse. Tu vois ce que je veux dire? Et il y en a plein. Regarde tous ceux qui font The Voice, tous ceux qui ont participé à Nouvelle Star et tout. Il y a tellement de personnes de grands talents. Il y en a un aussi qui a fait The Voice. Il n'a pas gagné The Voice. L'accordéon. Claudio Capéo, tu vois ce que je veux te dire? Claudio Capéo, il n'avait pas une belle vie avant The Voice. Enfin, tu vois, et je crois que c'est vraiment ça. Je crois que chacun a une bonne étoile et il y en a qui ont l'étoile qui brille plus fort que d'autres et qui après réussissent à mettre en sorte des stratégies pour entretenir le rayonnement de l'étoile et l'amplifier. Tu nous as parlé justement là d'un moment qui, je pense, fait partie des plus beaux moments de ta vie et il y en a d'autres, mais je pense que celui-là quand même t'a marqué. Mais tu nous as aussi parlé d'une période qui a été quand même assez difficile. Mais je voudrais aussi qu'on mette en lumière le fait que juste avant que tu reviennes en France, t'étais quand même la star en Martinique. Tout le monde te connaissait. Mais carrément, mais Ludivine Rétori, tout le monde te connaissait, que ce soit la chanteuse, que ce soit l'animatrice. Donc, tu pars avec ce statut-là et tu arrives et là, on peut dire, t'es au plus bas. Alors oui, t'es remonté, mais comment on vit justement cette période-là, qu'on a été au sommet et qu'on arrive au plus bas? Comment on fait pour garder le cap et surtout pour garder l'espoir de se dire non, c'est pas ça ma vie en fait et ce sera mieux? Comment t'as fait toi? Écoute, je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur parce que j'ai la chance d'être entourée et j'ai la chance d'avoir déjà à cette époque-là, d'avoir déjà des enfants. Tu vois, d'avoir un cadre familial, d'avoir un support. Je pense que le plus compliqué, et je souhaite des périodes comme ça à personne, parce que c'est vrai que mentalement, c'est une vraie mise à l'épreuve. Frère, c'est toi et toi. Et quand tu avais l'habitude, justement, d'une vie faste, ponctuée de sorties, de soirées, avec une vie sociale, ma chère, qui était très bien remplie, un téléphone qui sonnait tout le temps, et qu'après, ma chère, le téléphone ne sonne pas. Je ne peux pas te dire, il y a le nombre de fois où je vérifiais que j'avais du réseau dans la journée. Parce que je me dis, c'est pas possible. Le téléphone ne capte pas. Je suis en edge.
Il n'y a pas de... Quelqu'un m'appelle, quand même, quelqu'un a envie de prendre de mes nouvelles ou de me proposer quelque chose. Comme je veux dire, je sais travailler. S'il y a une chose que je suis sûre de savoir faire, c'est ça. Et je pense que, ouais, c'est ça, c'est l'entourage, c'est la prière, parce que je suis très croyante et que je confie tout au Père Céleste. Et à cette période-là, d'ailleurs, j'ai une amie à moi qui m'avait recommandé son église, qui est devenue la mienne et qui est devenue l'église de tous mes proches. Dès que les gens viennent à Paris, c'est dans cette église qu'ils vont prier. C'est une église qui accorde beaucoup de grâce, qui s'appelle Notre-Dame des Victoires. Moi, je la partage avec le plus grand nombre, parce que c'est une basilique qui est incroyable, qui est vers le métro Bourse. Et Notre-Dame des Victoires, en fait, tu lui formules tes souhaits. À disposition, il y a des petits papiers dès que tu rentres dans l'église, et tu lui formules toutes tes requêtes, tous tes vœux les plus chers. Et dès lors qu'elle en réalise un, et après plus, et voire tous avec la grâce, et ben tu la remercies en lui ramenant des roses blanches. Et j'ai beaucoup prié Notre-Dame des Victoires à cette époque. J'allais souvent. Dis-toi que la toute première fois que je suis rentrée dans cette église, je suis rentrée en pleine messe. La messe avait débuté peut-être depuis 10 minutes. J'ai pleuré tout le temps du sermon, tout le temps de la messe. Je me suis vidée de mes larmes. Je me suis vidée. Mon corps, je suis sortie de là, j'avais plus de force. J'ai pleuré. Je suis arrivée devant le prêtre pour l'hostie. Et comme s'il me comprenait, qu'il savait, le gars m'a regardé, le prêtre m'a regardé et il m'a dit « Tout ira bien ». Et il m'a saoulé ma chair. Donc les pleurs ont redoublé, évidemment. Et m'en pleurer, j'ai pleuré, mais sans discontinuer. Et c'est vraiment voilà, la force de la prière et la force de ma famille et de mes proches, en fait. C'est ce qui m'a fait... Et tu sais, c'est très important, à l'époque d'ailleurs où j'ai intégré l'Académie audiovisuelle de Paris, il y a quelque chose que j'avais vraiment pris en frontal. Je l'ai pris pour moi. Mon professeur avait dit un jour, c'est compliqué, hein, chérie, dans l'entertainment, tu as beaucoup d'appelés pour très peu d'élus, quoi, tu vois, c'est vraiment un marché de niche, quoi, et où tu as tout, tu as le travail, tu as le talent, mais tu as aussi la bonne fortune, tu vois ce que je veux dire, c'est un combo de tout ça. Et il disait que justement, quand la chance ne te sourit pas, souvent il y a des gens de grands talents dans l'audiovisuel qui ont lâché l'éponge, qui ont jeté l'éponge, qui ont lâché l'affaire par manque de succès. Et il expliquait qu'en fait, il était très important de différencier ce que l'on fait de qui on est. On n'est pas ce que l'on fait. C'est pas parce que tu ne fais rien que tu n'es rien. C'est pas parce que tu fais quelque chose mal, que tu fais de la merde, que tu es une merde. Et tu vois, c'est très important parce que souvent, en fait, on s'auto-juge par rapport à ça, tu vois. Et ça, c'est important. Et ça m'avait beaucoup aidé. Et tu vois, et c'est pour ça que le fait de travailler avec Cyril Hanouna, et pour lui, c'est tout un symbole parce que quand j'étais à l'académie, enceinte jusqu'aux yeux, c'est la première fois que je l'ai rencontré. Et à l'époque, TPMP, c'était pas le monstre que c'est aujourd'hui, le monstre audiovisuel que c'est. TPMP, c'était sur France 4, en hebdo, le jeudi soir, deuxième partie de soirée. Et Cyril nous avait reçus après un enregistrement avec donc, toute ma classe et mon prof et tout. Il nous avait expliqué toutes ces années de galère, tout ce qui, les fois où, la période où il a dormi dans sa voiture et tout, en nous disant que si on sentait qu'on était fait pour ça, de ne jamais laisser qui que ce soit nous détourner de la route des plateaux télé, tu vois. Donc, c'est forte de tous ces conseils et de tout ça, je pense que j'ai réussi à ne pas sombrer dans une dépression et à me dire que, ouais, pour l'instant, c'est compliqué et qu'il y a plein de gens pour qui ça a été compliqué et puis pour qui, après, le soleil a recommencé à briller, quoi. Quels sont tes modèles connus, même inconnus, qui t'ont toujours inspiré et qui, limite, ont été, tu sais, ta petite boussole en disant « Non, tu sais quoi, cette personne, elle me donne la force de continuer ». Oh là là. Alors, en personne inconnue, c'est la trinité de chez moi, ma grand-mère, ma mère et ma grande sœur. Vraiment, ce sont mes premiers rôles modèles, quoi. Tu vois, ce sont des femmes que j'ai toujours vues tout faire pour atteindre les objectifs qu'elles s'étaient fixés. Et je crois que ça,
c'est l'une des plus belles leçons en fait pour moi depuis ma plus tendre enfance. Voir que voilà, ma grand-mère, elle cumulait plusieurs choses, elle travaillait à l'hôpital du Carbet, mais à côté de ça, elle donnait des cours de lecture à des enfants, tu vois, qui étaient déscolarisés, qui étaient illettrés. Mais à côté de ça, la dame avait passé son diplôme de couture, elle cousait pour pouvoir arrondir ses fins de mois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? La dame cumulait plusieurs choses. C'est ma maman, tu vois, c'est ma maman aussi, parce que ma maman, elle n'avait même pas le temps, la pauvre, de cumuler plusieurs choses, parce que la dame avait déjà un roulement à l'hôpital aussi du Carbet, elle travaillait à l'unité des enfants. Et des enfants, tu vois, des fois qui venaient de Guyane, de Réunion, de Madagascar et tout, qu'on soignait au Carbet parce qu'il y avait une unité spéciale de soins pour eux. Et j'oublierai jamais, Noël, ma mère, elle n'était pas avec nous à Noël. Et je disais à maman, mais t'exagères, on a besoin de toi et tout. Elle me disait, vous avez vos sœurs, vous avez votre mamie, vous avez votre famille avec vous. Ces enfants-là n'ont personne. S'ils n'ont pas là, ils n'ont pas une personne. Et ma maman passait les fêtes avec les enfants, ma chère, parce que c'est la fête des enfants avant tout, Noël. Et donc, pour pas que les enfants n'aient rien, ma maman passait la fête avec eux. Et nous, on enveloppait des petits cadeaux. Alors, c'était 3 fois rien. Des petits cadeaux qu'on achetait, qu'on prévoyait pour les enfants. Donc, tu vois, c'est ça mon éducation, chérie. Donc, j'avais pas le choix d'être autrement. Les femmes de chez moi n'ont pas laissé le choix. Et puis, c'est vrai qu'après, à l'international, quand j'ai commencé à lire et à me centrer sur plein de choses, une femme comme Maya Angelou, des Rosa Parks, des plus proches de nous, Michelle Obama, que j'ai eu la chance d'aller voir en conférence, tu vois, une Mavic qu'on sait qu'on aime tant. Donc, il y a toutes ces femmes qui t'inspirent au quotidien. Voilà, tu vois, Beyoncé, tu vois, moi j'aime, c'est la base quoi, mais j'aime vraiment, mais quand je dis une Beyoncé, une Jocelyne Béroir encore, tu vois ce que je veux dire, encore plus proche de moi, mais quoi mon amour? Ah bah génial, c'était le livreur Amazon, très bien mon bébé, tout va bien se passer. Et tu vois, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que ça peut aller de ma maman à ma voisine, à des profs aussi, parce que j'ai eu des profs incroyables. J'ai une prof de philo, mais dont j'étais folle. Et quand j'ai su qu'elle est morte jeune, en plus, elle n'avait pas d'enfant, Madame Descatrel, je pense encore très souvent à elle. Tu vois, c'était un petit peu de tout ce qui faisait mon entourage proche, comme tout ce que je pouvais voir en télé, comme les premières filles noires que je voyais dans les séries aux États-Unis, comme Lisa Tortue dans Sauvée par le Gong, dont j'étais totalement fan parce qu'il y avait des très belles noires qu'on voyait, tu vois, dans des séries télé. Je crois que j'ai vraiment essayé de tirer parti de chaque chose que j'ai pu voir, entendre, lire, tu vois ce que je veux dire, et vivre aussi au quotidien. Moi, j'ai un souvenir de nous deux où tu m'as permis de vivre l'un des plus grands moments de ma vie, c'est Beyoncé. La première fois que j'ai vu Beyoncé, j'étais avec toi. Et en fait, on se voit par hasard, je sais plus c'était quelle salle, je sais plus c'était Bercy ou je sais plus. Très bien, c'était Bercy. C'était, attends, parce que là, elle a fait, oui, là, elle était au Stade de France, c'était Bercy. C'est bien ça, c'est Bercy. Et en fait, on se voit par hasard et en mode, ah, Maludi, comment tu vas? Ici, ma chère. C'est ça. Et en fait, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que tu m'as dit, tu es où, tu fais quoi, t'es avec qui? J'ai dit, je suis avec des collègues qui sont là-bas et j'essaye de voir. Tu m'as prise par la main, tu m'as dit, viens avec moi. Et tu m'as ramené dans le carré VIP. Et en fait, Beyoncé était devant moi. À un moment, Beyoncé était devant nous. Tu sais que j'ai encore la vidéo où je hurle, et elle regarde le téléphone, ma chère. Mais oui, je te jure. Mais juste ça, je me rappelle très bien de ça. Mais c'est vrai, j'avais cette grande chance. Et c'était au mois d'avril, donc c'était pour mon anniversaire. Et mon chéri travaillait sur l'événement. Et il m'avait dit, bon, on va voir comment, machin, on arrive à gérer. Et donc, j'étais avec Jocelyne, la deuxième marraine de mon fils. Et donc, comme toi, tu étais seule, tout ça, parce que tu aurais été disque, ça n'aurait pas été possible. Bien sûr. Tu as dit les collections là-bas, j'étais disque. Allons essayer de faire ça. Et on a pu rentrer, tu te souviens, Jean-Paul Gaultier. À côté, avec Sénat Roland. Et derrière nous, Jay-Z, tout ça. Il était avec Jean Reno. Il y avait Jean Reno. Ouais. C'était énorme. C'était incroyable. Énorme. Donc, merci pour ce moment. Bleu, nuit, pailleté, mais avec plaisir. Non, ah ouais, tu vois, c'était énorme. Ce que tu dépeins, et je ne savais même pas que tu allais parler de ça, pour moi, c'est ça, en fait. Ça veut dire que si on a l'occasion de pouvoir faire quelqu'un profiter d'un privilège qu'on a,
c'est tellement rien en fait. C'est tellement... C'est fait avec le cœur, c'est fait sans rien attendre derrière, sans... Mais c'est juste, tu t'imagines, t'as fait quelqu'un... Regarde, ça fait... c'est vieux quoi, ça presque 10 ans. Ça doit faire... Ouais, ça doit bien faire passer. C'est ça. Ça n'a pas loin de 10 ans, hein, parce que mon fils pas loin. Je pense que là, si on a, bah, ça va faire 10 ans dans pas longtemps, sincèrement. Et regarde comment c'est un souvenir qui est gravé à jamais. Quand tu peux mettre un peu de paillettes dans la vie des gens et de miel dans la vie, c'est pas magnifique. Faites-le quand vous pouvez. Et des fois on a l'impression alors oui, là pour le coup c'était énorme. Oui, pour le coup c'était énorme. Mais des fois c'est des petites choses. Ouais, et le petit geste en fait. Exactement. Un sourire, ça peut sauver la journée de quelqu'un. Un sourire, une petite attention, une main posée sur la main de quelqu'un, juste un vrai dans les yeux, un ça va, est-ce que tu vas bien? Ça peut sauver des gens. Et je pense que à côté de ça, tu vois, tu le fais pas pour toi t'enorgueillir en retour, mais tu dors tellement mieux. Tu dors tellement mieux quand tu dis putain ben j'ai fait ça aujourd'hui, je sais que j'ai mis un peu de baume dans le cœur de quelqu'un en fait. C'est tout. C'est clair, mais c'est vraiment pour ça en fait de se dire que il y a quelqu'un qui peut-être par la petite action qu'on a fait, dormira mieux, aura le sourire, se dira comme t'as dit, finalement ma journée elle était pas si merdique que ça, parce que quelqu'un m'a souri. Il y a des fois c'est juste comme on dit, hein, des fois c'est un petit truc et voilà. Donc vraiment n'hésitez pas. Pour te dire un peu, voilà, même te traduire un peu l'éducation que je donne à mes enfants, c'est-à-dire que moi, mon fils, il me dépouille de toutes mes pièces, puisqu'à chaque feu rouge, il veut que je donne... maman, on va donner une pièce. Il veut donner des pièces. Dès qu'il voit un sans-abri, dès qu'il voit quelqu'un qui fait la manche et tout, toutes les pièces qu'il va pouvoir rassembler dans mon sac à main, dans ma voiture, dans son porte-monnaie, il va les donner parce que je pense que j'ai réussi à lui transmettre ça, et dans notre éducation avec mon chéri, on a réussi à lui apprendre qu'on a de la chance d'avoir un toit sur la tête, d'avoir beaucoup de privilèges, comme il aime dire à ses copains quand ses copains lui disent mais toi tu vas à l'âge en première, il dit ouais je suis en première classe. Et c'est ma fille qui l'a cramé il y a pas longtemps, et ses copains me disent oh, t'es riche alors, ça veut dire que t'es riche. C'est vrai. Il dit non, on n'est pas riche. Les gens lui disent mais oui, t'as une maison, 2 chiens, tu vas à l'âge en première. Il dit non, on a juste des contacts. Excellent, j'adore. Mais il a compris la vie. Je n'ai pas besoin d'être riche. Je veux des contacts. On a des contacts, en fait. On a des personnes dans la Manche. Et donc, là, j'étais morte de rire parce que le gars réussit à comprendre ça, mais surtout à se dire, comme nous, on a beaucoup de chance. Les gens qui n'ont pas autant de chance que nous, si on peut leur donner une petite pièce pour qu'ils puissent s'acheter un petit truc à boire ou à manger, on le fait, en fait. C'est énorme. T'es quel genre de maman, justement? J'ai l'impression, alors tu me diras si je me trompe, mais moi, quand je te vois avec tes enfants sur les réseaux sociaux, tout ça, je me dis, Ludie, ça doit être quand même la maman très, très cool, quoi. Est-ce que c'est vraiment comme ça, ou est-ce qu'il y a quand même, des fois, la Ludie un peu qui serre la vis? Faut pas croire à la vie sociale, là, les réseaux sociaux, là, c'est pas la vie des... Mais tu sais quoi? En fait, je suis toutes ces mamans-là. Je suis la maman antillaise par excellence. Moi, j'ai des souvenirs de ma maman qui jouait avec nous quand j'étais petite. Alors, elle n'était pas une maman aussi cool que moi. On va en soirée, on est pompileux parce que moi, je suis en soirée avec ma fille. J'emmène ma fille en soirée depuis qu'elle a 14-15 ans. Je voulais lui montrer la vie avant que la vie ne la rattrape, t'as compris? Et je voulais que personne n'impressionne mon enfant en lui disant « Écoute, je vais t'emmener dans un carré VIP. » Non, en fait, c'est elle qui dit aux gens « Ah, toi, tu vas au carré VIP? Si tu veux, je peux t'emmener à l'Ultra Vie. » Avec moi, on n'impressionne pas mon enfant avec, 2-3 privilèges. Je ne voulais pas de ça. Et en fait, moi, je suis donc la maman, on sort, on fait la fête, on machin, nanana. Je suis la maman, on arrive à Disney, ma chère, c'est moi le premier qui a commencé. It's a world of love. À saouler les gens avec mes oreilles, avec toute ma panoplie de Mickey. Mais je suis la maman chérie. Le respect a une place prépondérante chez moi. Le respect, ma chérie, et l'honnêteté, la sincérité. Frère, t'es mon enfant. Si tu as un monde, manque à dire côté, nous, qu'à serrer le corps. Et après, on gère ça, je vais te donner. Mais t'inquiète, je suis de ton côté, en fait. On est dans la même équipe. Donc, on fait un travail d'équipe. Tu ne me mens pas, t'es honnête. Tu travailles, tu te comportes bien. C'est tout ce que je te demande, en fait. Et dès lors, parce que les enfants, c'est comme ça, ils aiment bien nous tester pour voir un peu les limites. Bien sûr.
ou fait un petit pas sur le côté, chérie, je deviens la maman un peu marâtre, un peu créole, un peu qui se dit, ah ouais chérie, une maman à la main légère. Ah non, mes enfants, mais j'ai même pas l'occasion de les taper parce qu'ils savent que je suis folle. Et si je les tape, je vais les taper. Non mais c'est vrai, j'ai mal les taper, je vais leur faire très mal. Je te jure, Manon, je peux même pas te dire l'âge de la dernière fessée de Manon, mais elle se souvient très très bien de la dernière démonstration de violence que j'ai eue envers elle, qui était hardcore, parce qu'elle m'avait menti en me regardant dans le blanc des yeux. Et je l'ai tenue, mais c'est vraiment à ne pas faire, c'est pas du tout un exemple à suivre, mais moi je suis allergique aux mensonges, c'est épidermique chez moi. Et c'est une trahison pour moi, tu vois, tu me trahis en fait, tu me mens, tu me regardes dans les yeux. Frère, je te donne à boire, à manger, t'es la chair de ma chair, le sang de mon sang, tu ne mens pas en fait. Et je l'ai tenue par le cou et je l'ai décollée du sol en fait. J'ai fait... ouais. Je te vois tellement pas comme ça. Ah bah, elle m'a traité. Mais c'était il y a tellement longtemps. Non mais je te jure, je ne vois même pas mon fils, je sais même pas quand est-ce que... Et l'enfant a 11 ans. Je n'ai pas l'occasion de taper mes enfants. Ils ne me donnent pas cette occasion, comme je te dis, parce qu'ils savent que ça peut vite tourner au drame, au drame familial. Et parce qu'ils ont très très vite compris aussi leur rôle, leur mission, tu vois, le rôle à jouer. Je ne dis pas à mes enfants, oui mon amour, dis-moi. Je ne sais pas dans combien de temps j'ai fini, mais dans pas longtemps. Dans pas longtemps. T'as vu, tiens, elle a dit dans pas longtemps. Ça te va, chérie? Ok, ma vie. Il me fait... Et tu vois, j'ai pas l'occasion de dire à mes enfants, il faut travailler. Comment tu es sortie de l'école et je n'ai pas l'occasion de dire des choses comme ça. Déjà, la plupart du temps, on m'en parle là, tu vois. C'est-à-dire que mes enfants, c'est Uber Life ou avec une voisine, on a un système de covoiturage. Donc les jours où je suis en émission, je fais pas de sortie de classe et tout. Mais mon fils a très vite pris le pli. Le gars est sorti du CP. Après le CP, le gars arrive au CE1. Première semaine, tous les jours, mon camarade dit, alors chérie, ça s'est bien passé à l'école, vous avez fait quoi? Alors, j'ai joué au football, et puis j'ai fait... Elle a fait un jour, 2 jours, 3 jours. Je lui ai dit, excuse-moi, on vous paye une école privée pour aller jouer au football? Parce qu'il me semble que l'école qui est en face de la maison, là, il y a qu'à jouer au football aussi, parce que si c'est football, pour aller jouer, dis-moi bien, sinon j'appelle Claire Fontaine pour savoir s'il y a une place pour vous. Puisque c'est football. Écoute-moi bien, j'ai dit, oh, gars, c'est pas au football qu'on va jouer à l'école, merci, donc... Donnez-moi un compte-rendu précis de ce que vous avez appris. Ma chérie, dès lors c'était fini, il pas de cas de me dire, moi, on a joué au foot encore. Les gars me disent exactement, on a appris ci, ça, les conjonctions, les coordinations. C'était réglé et il voit surtout sa sœur, tu vois. Il voit sa sœur et ça l'a toujours tiré vers le haut. Je me rappelle de lui en CE2 ou CM1, j'ai ri ce jour-là. Et ma fille arrive, bulletin, machin de ça. Alors, maman, tout ça, j'ai eu 17, j'ai 17 de moyenne ici, j'ai 16 de moyenne par là, j'ai 15 de là, j'ai 19 machin. Elle sort sous des trucs. Mon fils la regarde, il est sidéré, tu sais, les yeux s'écarquillent au fur et à mesure. Mais il est genre 23h, tu vois, il est très tard. Manon sortait de conseil de classe, puisqu'évidemment, elle voulait être déléguée toute sa semaine. Bien sûr. Et donc, elle me donne le compte-rendu du truc. Ma chère, l'enfant claque 19, 18, 17. L'enfant est sorti du salon, il a été, j'ai un petit couloir là, dans le couloir prendre son sac à dos, son cahier, sa trousse. Il a dit, si je veux rattraper Manon, j'ai intérêt à m'y mettre maintenant. Excellent. Je te jure. Et ça, là, tu vois, c'était pour moi la manifestation que j'avais réussi. Ça veut dire que, frère, ta soeur te tire vers le haut. Tu sais qu'il faut travailler pour toujours la challenger, pour avoir des bonnes notes. Et je remercie le ciel parce que vraiment... les deux jusque-là, ils me régalent, quoi. J'ai même pas de travail à faire avec mon fils. Il fait son travail à l'école, le soir, tout est machin. Je check, ok, tout va bien. Ok, les bonnes notes, ok. Là, 6e qui commence pour lui. Et la 2e déjà de ma fille à l'école internationale de marketing de Leeds de Paris. Donc, je suis contente. J'adore. Je suis contente. Mais tu sais... Mais tu sais, moi, ce que je vois, en fait, c'est par rapport à ce que tu nous as raconté par rapport à ton enfance. En fait, j'ai juste l'impression que tu as transposé de manière peut-être un peu plus moderne ton éducation, parce que la famille avait, comme tu l'as dit, c'était hyper important, le socle qu'elle représentait pour toi. Ben, finalement, c'est exactement ce que tu nous dis pour ta famille à toi que tu t'es créée. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Et tu sais que ça fait vraiment flipper. Alors, tu me le diras quand l'expérience se présentera, ou pas d'ailleurs te concernant, mais en fonction des choix forcément que tu épouseras. Mais dis-toi que des fois, je me dis, aïe mon Dieu, je vieillis comme ma maman.
Tu sais, des fois, le truc que tu te dis, jamais je ferais ça. Alors là, et tu dis ça à ta mère, quand moi je serai maman, quand j'aurai des enfants, eh ben moi, je vais pas les obliger à manger des brocolis. Et moi d'ailleurs, eh ben quand j'aurai des enfants, eh ben moi jamais je vais les taper. Moi je vais les écouter. Parce qu'on ne tape pas des enfants. C'est la parole qui prie. Ma chère, ma fille, t'as envie de ma chère, tantôt, petit cochon toujours des mamans et petit jelly long comme ça. Je te jure, c'était la phrase de ma maman. À chaque fois que je dis maman, c'était comme ça. Petit cochon toujours des mamans et petit. Eh bien, ma chère, je m'entends, ma chère, et où je te jure que le truc me revient comme ça, c'est quand je suis fâchée, et tu as vu tout à l'heure, je dis aux gens, je vous vois les gens, ma chère. Ah mon Dieu, je vous vois les gens, je fais comme si je ne les connais pas, c'est pas mes enfants. Monsieur, vous, c'est vous, ma chère, je te vous vois, et quand je te vois, quand je te regarde la tête aux pieds, c'est pas même fait, moi, pas aller, ma chère. Et ça aussi. Comme si je suis énervée, si tu t'es mal comportée devant les gens, ou ta langue a glissé parce que tu as pensé que j'étais ta copine et puis tu m'as parlé avec un petit peu trop de piment, ma chère, je ne te parle pas. Quand je t'ai fait... Tu as compris. Tu sais. L'heure est grave. Tu sais que l'heure est grave. Je te jure. Mais j'ai des mots, j'ai des attitudes. Ma fille, c'est ma mère et ma grand-mère et ça me fait mourir de rire. J'adore. Bon, ton petit garçon nous a déjà fait comprendre qu'on n'avait pas poté trop longtemps. Voilà. Donc, je te pose la dernière question qui est quand même très importante. Si on devait ne retenir qu'une chose de toi, de ton expérience, ou un message que tu veux faire passer qui pour toi est important, ce serait lequel? Oser. Ce serait soyez audacieux. C'est ça. En fait, vraiment, l'audace. Ce serait ça. Merci. Voilà. Il faut pas avoir peur. C'est tout ce que je me dis. À chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'on craint? Malheureusement, tu vois, c'est ça. Des fois, t'as la petite peur qui est là, mais qui est le tout petit loquet, en fait, à débloquer. On se dit, mais non, mais je vais pas y aller, j'ose pas. Mais pourquoi? De quoi as-tu peur? Que crains-tu? On va pas te taper. On va pas kidnapper ta famille. On ne va pas te supprimer tes vivres. On va pas te foutre dehors de chez toi. Enfin, tu ne crains aucun mal. Il n'y a rien du tout. Tout ce que tu crains, c'est un non, chérie. Et le non, ce n'est pas définitif, ma chère. Ça peut être non aujourd'hui, et puis ça peut être un grand oui 3 mois plus tard, parce que peut-être tu n'étais pas prête. Donc, on ose. Oser. Merci beaucoup, Maludi, pour ce moment. Merci d'avoir voulu être la marraine de cette nouvelle saison. Et je pense qu'elle va être incroyable, parce qu'on ne peut pas commencer aussi bien et que ça ne suive pas. C'est impossible. Donc, vraiment, merci du fond du cœur. Tout ce que je te souhaite, Tia, tu sais combien je suis fière de toi. Fière de tout ce que tu entreprends, fière de ta mission, parce que toi aussi, tu parlais du fait que moi, j'ai pu t'inspirer, mais tu m'inspires tout autant. Alors, je ne pourrais définitivement pas faire ce que tu fais, parce que ça prend du temps quand même. Et quand je vois en plus ton niveau d'organisation, moi qui suis tellement désorganisée tous les jours, je me dis, alors là, je vais m'abonner au truc de Tia, je vais prendre ton planeur. Ma chère, tous les jours, ma chère, je suis tellement désorganisée dans ma life, ma vie. Donc, bravo de nous structurer. Bravo pour la femme sublime noire que tu es, qui s'assume, qui assume ses défauts, qui assume de prendre du poids, de reperdre du poids, d'être bien dans sa peau, d'être pas bien dans sa peau à un moment. Parce que malheureusement, toute la vie est tellement toujours polissée et toujours merveilleuse, comme si on était dans le monde de Barbie sur Instagram. C'est ça. Peut-être plus merveilleux que le précédent et encore moins merveilleux que le suivant. Eh ben non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est des hauts et des bas. La vie, c'est un jour, tu as envie de faire ci, tu as pas envie de faire ça. Et bien un jour, tu n'as plus envie de rien faire du tout, mais il faut quand même se faire. Et toi, tu nous enseignes ça. Alors, merci. Bravo à toi. Tu continues, tu ne lâches rien. Et voilà, et je suis sûre que tu n'es même pas encore prête pour tout ce que la vie te réserve. Mais je suis persuadée qu'il y a encore plein de choses incroyables qui nous arrivent à toutes les deux. Et un jour, on se retrouvera dans un bel hôtel, un beau restaurant avec une coupe de champagne et on trinquera à ça. Merci Maludi. Merci à vous. Et tiens, et un petit clin d'œil quand même, je ne porte que des choses martiniquaises. C'était pour leur faire des petits clins d'œil. J'adore. C'est la base. Manzel, j'adore. Merci beaucoup et merci à vous qui êtes là chaque semaine, de plus en plus nombreux. Et comme je vous dis à chaque fois, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et à la semaine prochaine. Bisous Ludi. Bisous chérie.